Si seulement les regrets servaient à quelque chose. J'aurais vraiment préféré mourir à ta place. Un homme qui a défendu cette famille, que tu as détruite. Je l'ai soutenu. Génial ton attitude. Tu déchires ma superbe robe. Tu me mets dans l'embarras et tu m'agresses. Vaille, je ramasse les papiers pour les vendre. Ok, tu fais ce que t'as à faire. Tu sais combien de personnes ont utilisé cette salle de bain? Nettoie les toilettes. Compris? Où pourrais-tu trouver une somme pareille pour la payer? Et ne te mêle pas de mes affaires. Azizé s'effondre seule dans un escalier, sans personne pour la relever, et ce qu'une infirmière va découvrir dans son sac va mettre les 6 frères et sœurs en plus grand danger qu'ils ne l'ont jamais été. Au même moment, à quelques rues de là, Yavuz entre dans une petite boutique de miel et reconnaît une odeur qu'il n'a pas sentie depuis des années. Restez jusqu'à la fin, parce que ce que Cevdet Baba va dire, sans le savoir, va peut-être signer la fin de tout ce que Youssouf a construit pour protéger cette famille. Avant de commencer cette prédiction exclusive de l'épisode 14 de Six d'entre nous, dites-moi une chose dans les commentaires. Depuis quel pays regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? En tant qu'analyste spécialisé dans les dramas doublés en français, je peux vous dire que cette communauté est immense dans énormément de pays, bien sûr en France, mais aussi en Belgique, en Suisse, au Canada, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo et même au Liban. Écrivez votre pays en commentaire, je veux savoir d'où vient notre grande famille aujourd'hui. Et si cette chaîne vous aide à comprendre et à prédire les prochains épisodes, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification, parce qu'ici, on n'analyse jamais un épisode de Six d'entre nous à moitié. Le jour se lève sur Istanbul comme un couteau qui s'enfonce lentement dans la nuit. Dans la cave à charbon, personne n'a vraiment dormi. Fidan est recroquevillée contre le mur, les yeux ouverts dans le noir, rejouant en boucle les mots qu'elle a hurlés la veille contre ses parents morts et sentant, à chaque respiration, le poids de ce qu'elle a brisé. Zélia ne lui a pas adressé un mot depuis. Ces mots n'est toujours pas rentré, et Azizé, elle, est déjà debout avant l'aube, le visage gris, les mains tremblantes, en train d'attacher son foulard pour aller travailler chez Duigou. « Grande sœur, tu n'as rien mangé », murmure Samet, encore à moitié endormie, en la regardant enfiler ses chaussures usées. « Je mangerai là-bas, ne t'inquiète pas, mon grand, occupe-toi de Balim. » Mais ce n'est pas vrai, et tout le monde le sait. Depuis des jours, Azizé donne sa part à Fidan, à Balim, à quiconque a plus faim qu'elle. Elle porte cette famille comme on porte une maison entière sur son dos, et la maison commence à peser plus lourd que son corps ne peut le supporter. Elle marche jusqu'à l'immeuble de Duigou, monte les escaliers, elle refuse toujours l'ascenseur, et à mi-chemin, quelque chose se brise. Le couloir se met à tourner. Un bourdonnement envahit ses oreilles. Elle s'accroche à la rampe, puis ses jambes cèdent, et elle s'effondre sur les marches, silencieuse, comme une bougie qu'on souffle. C'est une voisine qui la trouve, alertée par le bruit sourd de la chute. On appelle une ambulance. Et c'est là que le premier piège invisible se referme. Pour être admise à l'hôpital, il faut un nom, une adresse, un contact familial. Azizé, inconsciente, ne peut rien cacher. Dans son sac, une infirmière trouve un vieux carnet où sont notés, de l'écriture enfantine de Samet, les prénoms de tous les frères et sœurs, les 6, sans exception, sans la fausse histoire des 4 enfants qu'Azizé a inventés pour les protéger. Le carnet est glissé dans le dossier administratif de l'hôpital, sans que personne, pour l'instant, n'y prête vraiment attention. Mais un dossier, dans une ville où un homme riche fait circuler des photos et des récompenses depuis des semaines, n'est jamais vraiment en sécurité. Pendant ce temps, à la boutique de Cevdet Baba, un homme entre, jovial, en apparence anodin, feuilletant les étagères comme un client ordinaire. C'est Humit, l'homme de main de Yavuz. Il a suivi une piste ténue, un vieux marchand de miel, quelque part dans ce quartier, aurait connu un certain Rifat, il y a des années, dans un atelier d'Istanbul. Humit ne sait pas encore que Cevdet Baba est ce marchand. Il pose des questions, mine de rien, sur les vieux amis du quartier, sur les gens venus d'ailleurs, sur quiconque vendrait du miel de la campagne. Cevdet Baba, qui ne se méfie de rien, parce que sa propre culpabilité occupe déjà toute la place dans son cœur, répond avec sa gentillesse habituelle. « Ah, le miel? Oui, j'ai connu un homme comme ça, il y a longtemps, à l'atelier. Rifat, il s'appelait. Un homme bon, celui-là. Je me demande souvent ce qu'il est devenu. » Le nom tombe dans la boutique comme une pierre dans un puits silencieux. Humit ne bronche pas. Il sourit, remercie, achète un pot de miel qu'il ne mangera jamais et sort. Dehors, il compose un numéro. « Patron, j'ai un nom. Rifat. »
et je crois que j'ai trouvé l'endroit. À l'autre bout du fil, Yavuz ferme les yeux. Ses mains tremblent légèrement, non de rage cette fois, mais d'une émotion plus ancienne, plus douloureuse, qu'il n'a partagée avec personne depuis des années. Ne fais rien, ne bouge pas, je veux voir cet homme moi-même. Dans la cave, Youssouf arrive avec une gamelle de soupe, comme chaque matin, et trouve Fidan seule, assise sur le seuil, le regard vide. « Où est Azizé ?» demande-t-il. Fidan ne répond pas tout de suite, elle a cette expression de quelqu'un qui sent, sans savoir pourquoi, que quelque chose de grave est en train de se produire. Elle est partie travailler tôt, elle n'a rien mangé. Youssouf fronce les sourcils. Un mauvais pressentiment le traverse, le genre de pressentiment qui, dans cette histoire, ne trompe jamais. C'est à ce moment précis que le téléphone de l'immeuble sonne. L'hôpital cherche à joindre la famille d'une jeune femme admise ce matin, trouvée inconsciente dans un escalier, sans papier d'identité complet, mais avec un carnet mentionnant 6 noms d'enfants. Youssouf ne réfléchit pas longtemps. Il attrape sa veste, dit à Fidan de garder les enfants et de ne parler à personne, et court jusqu'à l'hôpital le plus proche du quartier de Duigou, un pari, mais le seul qu'il puisse tenter. Par chance, ou par un de ces hasards cruels que la ville aime distribuer, c'est le bon hôpital. Il trouve Azizé allongé sur un lit étroit, une perfusion au bras, le teint encore livide. « Vous êtes de la famille ?» demande l'infirmière, méfiante devant ce jeune homme essoufflé. « Oui, son fiancé, » ment Youssouf sans hésiter, la voix ferme malgré le mensonge qui lui brûle la gorge. L'infirmière hausse les sourcils mais n'insiste pas. Elle est gravement carencée. Anémie sévère, hypoglycémie, épuisement. Elle n'a probablement pas mangé correctement depuis des semaines. Elle a besoin de repos, sinon la prochaine fois, ce sera plus grave qu'un évanouissement. Puis, avec un regard plus doux. On a trouvé un petit carnet dans son sac. 6 prénoms d'enfants. C'est vous, tous les 6 ? Le cœur de Youssouf s'arrête une seconde. Oui, dit-il enfin, nous sommes 6. C'est la première fois que Youssouf prononce cette vérité à voix haute devant un inconnu, et dans ce mensonge devenu vérité, quelque chose bascule en lui. Il sait, désormais, qu'il ne pourra plus jamais regarder cette famille comme une simple obligation de voisinage. Il en fait partie, qu'il le veuille ou non, et le danger qui pèse sur Azizé, sur Semo, sur Zélia, sur Fidan, sur Samet et sur la petite Balim pèse maintenant sur lui aussi. Pendant ce temps, dans la cave, Fidan, rongé par la culpabilité depuis sa dispute avec toute la famille, prend une décision impulsive et dangereuse. Elle sort seule, sans en parler à personne, décidée à trouver n'importe quel travail pour prouver qu'elle n'est pas l'égoïste que tout le monde croit voir en elle. Elle erre dans les rues, frappe à plusieurs portes, essuie plusieurs refus, jusqu'à ce qu'une silhouette familière et trop souriante l'aborde. Emra. Tiens, la petite sœur rebelle, j'ai justement un travail pour une fille intelligente comme toi, bien payée, discret. Fidan hésite, fatiguée, blessée, désireuse de se racheter à n'importe quel prix, et c'est précisément cette vulnérabilité qu'Emra, comme toujours, flaire comme un prédateur. On sent immédiatement que cette rencontre ne peut mener à rien de bon. Le même homme qui a volé le bracelet de leur mère est en train, une fois encore, de tendre un piège au maillon le plus fragile de la famille. Au même instant, Yavuz se rend en personne, sans même prévenir Umit, jusqu'à la petite boutique de Cevdet Baba. Il entre lentement, observe les étagères, les pots de miel alignés avec soin, et quelque chose en lui se fige. Ce miel, cette étiquette artisanale, ce parfum de fleurs sauvages, il les reconnaît. C'est exactement le miel que Rifat vendait, il y a des années, avant de disparaître avec Bala. Yavuz s'approche du comptoir, le visage fermé, la voix étrangement calme. « D'où vient ce miel, monsieur ?» Cevdet Baba, sentant un malaise indéfinissable chez cet inconnu élégant, répond prudemment. D'un vieil ami, un homme bon, qui vivait dans la forêt avec sa famille. Yavuz serre les poings sur le comptoir. Cette famille, vous savez où elle est ? Et c'est à cet instant précis, par la vitrine poussiéreuse de la boutique, que Cevdet Baba aperçoit, sans le savoir, sans en mesurer la portée, Youssouf, qui repasse en courant vers l'immeuble, portant dans ses bras une jeune femme encore faible qu'il vient de raccompagner de l'hôpital. Une jeune femme dont le visage, aperçu une fraction de seconde à travers la vitre, semble arrêter le cœur de Yavuz en plein battement. « Cette fille », murmure-t-il, le souffle coupé, en se retournant brusquement vers la rue déjà vide. C'était elle.
C'était Azizé. Il sort précipitamment de la boutique, laissant Cevdet Baba perplexe et inquiet, et scrute la rue dans toutes les directions, mais Youssouf et Azizé ont déjà disparu au coin de l'immeuble. Yavuz reste là, immobile, la main sur la poitrine, comme si son propre corps refusait d'accepter ce que ses yeux venaient de voir. De retour dans la cave, Youssouf allonge doucement Azizé sur la couverture, et c'est Balim qui l'accueille la première, les larmes aux yeux, en serrant Toustik contre elle. « Maman, tu es malade ?» demande-t-elle, utilisant sans y penser le mot que la famille lui a appris à dire depuis des mois. Azizé, encore faible, sourit péniblement et caresse les cheveux de la petite. « Non, ma chérie, je vais bien, je serai toujours là. » Mais au même moment, à quelques rues de là, Fidan accepte, contre l'avis de tout son instinct, de suivre Emra jusqu'à une adresse inconnue, et ces mots, en rentrant enfin après une nuit d'absence, découvre que sa sœur a disparu sans laisser un mot. L'épisode se termine sur 3 images entrelacées. Yavuz, debout devant la boutique de Cevdet Baba, certain d'avoir enfin retrouvé sa fille, Azizé, épuisée mais vivante, entourée d'une famille qui ignore tout du danger qui vient de frôler leurs portes, et Fidan, seul, montant dans une voiture inconnue aux côtés d'Emra, pendant que ces mots hurlent son nom dans les rues sombres du quartier.